défense. Donc il faut aussi apprendre à gérer les risques. Là, donc, c'est ce qu'on disait à l'instant, hein, c'est l'exploitation minière. Donc, ça, c'est des projets, ça n'existe pas comme ça, mais les images sont assez, je trouve, assez parlantes. Il s'agit bien de capturer, de s'approprier, n'est-ce pas, des astéroïdes pour en tirer un profit. Là, on est dans le chasseur qui attrape sa proie. Donc, et ça, c'est vrai que c'est une position par rapport au droit qui est une position décalée et qui est aujourd'hui, qui serait autorisée par les Américains. Donc, ça se discute. Si vous savez peut-être pas, mais les Luxembourgeois ont aussi donné cette autorisation. Le Luxembourg non seulement parce qu'il est européen, mais a une tradition spatiale, pas comme pays lanceur, on n'a pas de fusée depuis le Grand-Duché du Luxembourg, mais un certain nombre de compagnies, de satellites qui se trouvent au Luxembourg, et eux ont fait la même chose. On dit, ben voilà, les compagnies spatiales qui s'installent au Luxembourg, on les assure de les défendre dans les profits qu'ils feraient un jour vis-à-vis justement de ce droit. Donc il y a, vous voyez, il y a un peu de turbulences dans le monde spatial lié à ça, et les turbulences sont intéressantes parce que ça fait réfléchir. Alors, vous avez évoqué un moment donné, hein, bon, n'oublions pas les Martiens. Bon, le problème, c'est qu'on ne les a pas encore rencontrés. Mais de fait, la situation, pour autant, même si ces Martiens, on ne les connaît pas, c'est une situation qu'on connaît bien sur Terre. D'abord parce que les Martiens sur Terre, il y en a, enfin, je veux dire, on est tous les Martiens les uns des autres. Hein. Bon, bref, ça, il manque déjà entre humains. Mais toutes les réflexions autour du droit des animaux. Moi, je ne sais pas du tout quels sont les droits que mes chats sont des droits revendiquent. Bon, ils veulent des croquettes, mais ça, c'est pas un droit. En revanche, je peux réfléchir sur les devoirs que moi, j'ai à leur égard. Je ne suis pas leur patron, ça c'est très clair, vous savez bien. Mais voilà, donc c'est la même chose par rapport à l'espace, par rapport au potentiel martien. Ne perdons pas notre temps à réfléchir sur les droits des martiens. Par contre, interrogeons-nous sur les devoirs que nous, terriens, avons à l'égard des zones que nous pourrions explorer. Donc quand nous revendiquons un patrimoine comme à l'humanité, c'est bien de ce sens-là. Quels sont les devoirs que nous, les terriens, nous imposons éventuellement à l'égard de l'espace en général, des corps célestes et peut-être des formes de vie que nous pourrions un jour y trouver. La réflexion est ouverte. Les scientifiques, par rapport à ces hypothétiques martiens, là, qui sont sympathiques, il y a un peu deux écoles dans l'histoire, parce que ce n'est pas une question qui est traitée tout le temps, mais il y a ceux qui vous disent, si un jour sur Mars on trouve des formes de vie aussi étranges que celles-ci, ou même des fossiles, des traces de vie passée, on rentre sur Terre, on ne touche plus à Mars. Ça devient un sanctuaire parce que laissons Mars aux Martiens, même aux fossiles martiens. Et d'autres qui disent, pourquoi on s'empêcherait d'y aller? On a les moyens d'y aller. Struggle for life, appliquons Darwin, et allons-y. Bon, on fera attention pour faire de la bonne science, mais si on peut se développer sur Mars... donc, laquelle des deux écoles doit-elle être suivie? J'en sais rien. Enfin, a priori, c'est discutable. Donc, exploration, colonisation, c'est un peu ce qu'on a déjà parlé. Hein, il y a des projets, effectivement, de colonisation, des gens anciens, comme celui de Gérard Romel. Là, c'est juste un clin d'œil parce que on peut trouver des liens. Alors, j'avoue, je n'ai pas été très très loin dans cette réflexion, mais vous savez, le grand concept de cyborg, donc de l'humain et de l'électronique, du mécanique, ça a été lancé pour la conquête spatiale. La conquête, en l'occurrence, hein, vraiment. Comment adapter des humains à des conditions extraterrestres. Et dans les années 60, alors c'est vraiment M. Klein et M. Klein, enfin vous prononcez ça à l'américaine, qui ont lancé le mot de cyborg pour dire, voilà, il faut, dans l'avenir, bricoler des humains pour les rendre plus adaptés aux conditions spatiales. Aujourd'hui, on parle aussi de transhumanisme. Dans les propos transhumanistes, il y a souvent un petit chapitre spatial.
le lien aussi avec la conquête spatiale, ou la colonisation spatiale. Donc, vous voyez, on est toujours dans l'humain, comme je vous disais. On est dans le spatial, dans des perspectives qui peuvent être assez lointaines. Pour certains, ça relève de la science-fiction. Mais pour certains, ça ne relève pas de la science-fiction. Les propos transhumanistes, ils y croient. Et on a des liens entre ces perspectives donc spatiales et ces perspectives de modification de l'humain, soit des individus ou même de l'espèce humaine. Donc là, il y a de quoi faire aussi en termes de réflexion éthique, me semble-t-il. Bon, je vais avancer un peu vite, mais on a aussi évoqué ça tout à l'heure. Hein, tout ce que l'espace a pu apporter en tant que vision nouvelle de la Terre, parce que la Terre, c'est ce point là dans l'univers, ça c'est génial, hein, à travers les anneaux de Saturne. Toutes ces photos qui sont pas des montages, hein, mais sont vraiment ce qu'on a récupéré. Cette image, vous mettez, j'ai vu l'expérience faite il y a quelques mois, vous mettez cette image-là dans une grande salle de théâtre entièrement dans le noir, vous animez ça, c'est un des plus beaux spectacles qu'on puisse imaginer. Avec tout ce que ça signifie aussi en termes de responsabilité, parce que cette image a été prise en 68, au moment où il y a une prise de conscience aussi pour l'environnement qui a été faite. Alors, tout ça, des images aujourd'hui qui sont courantes. Bon, j'avance parce que les images de la Terre, vous connaissez, tout ce qu'on connaît aujourd'hui par rapport à la planète. Pour arriver là, hein, c'est-à-dire que la prise de conscience aujourd'hui écologique, la question du changement climatique, est très liée à toutes ces techniques spatiales. Et à plus d'un titre, ça vaut la peine d'y réfléchir, dans la mesure où il n'y a pas que de la technique, hein, le spatial n'apporte pas seulement des satellites d'observation ou de mesure, mais aussi ce que j'ai dit, cette espèce de recul pris par rapport à la planète, se rendre compte qu'on est sur quand vous écoutez un astronaute, et là on entend souvent Thomas Pesquet en ce moment, mais cette expérience physique, de prendre du recul et de voir sur quoi nous sommes, à la fois un monde, une planète immense et finalement toute petite, avec une atmosphère toute petite. Donc l'implication du spatial est importante. Elle est aussi plus immédiatement importante dans une initiative que je trouve très intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez, la charte espace et catastrophes majeures, pardon. Une initiative qui a une bonne dizaine d'années maintenant, presque une quinzaine d'années, pour devenir, où donc les agences spatiales, en gros, s'engagent à fournir gratuitement des images aux pays qui sont touchés par des catastrophes majeures, naturelles ou industrielles. C'est pas, le satellite ne vient pas sauver des vies directement, mais pour l'arrivée des secours, pour la reconstruction du pays, avoir un certain nombre de données, parce que tout est désorganisé, donc c'est des choses des mises au service de l'humanité qui me paraissent assez représentatifs. Et bien depuis le début de cette charte, avec les années 2000, cette charte a été activée pas loin de 500 fois. Donc on est quand même dans un réel engagement. Quand on se rapproche de la Terre, et qu'on va par exemple voir la Tour Eiffel, là c'est plus inquiétant aussi. Parce que vous voyez, ces images-là aujourd'hui sont absolument communes. Mais auparavant, c'était des images qui relevaient du secret défense. Donc la question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que l'espace n'est pas le Big Brother, enfin, ne contribue pas à la surveillance totale de nos sociétés? Donc ça, c'est une réelle question que nous nous posons, enfin, que moi je pose à mes collègues, parce qu'on a des systèmes de plus en plus extraordinaires qui nous permettront demain de nous fournir tous les jours n'importe quel endroit de la Terre, rafraîchi tous les jours, avec 1 mètre de résolution. 1 mètre de résolution. On verra 2 points distants d'1 mètre. Alors, on fait mieux aujourd'hui, mais pas tous les points tous les jours. Mais là, des systèmes de constellation avec la bonne technologie derrière. Donc là, on est dans Big Brother, mais chacun est Big Brother.
donc la vie privée, etc. Donc ça fait peur à beaucoup de gens. Donc, quand je dis à mes collègues, il faut y réfléchir, ils me disent, mais c'est pas notre problème. Nous, on fait. On est capable de faire ça. Puis vous, vous en servez. Donc c'est vous les responsables. D'abord, vous êtes citoyens comme moi. Et puis vous, vous savez exactement ce qu'on peut faire. Donc l'expertise technique, elle appartient aussi aux agences spatiales. Il ne faut pas non plus dire, bah non, il faut donner ça à des comités d'éthique, etc. Non, mais c'est chacun d'entre nous qui sommes responsables. Et puis la question qui rejoint un aspect que je vous ai déjà dit tout à l'heure, vous voyez, c'est ces constellations là, extraordinaires qui vont être autour de la Terre, qui vont être faites à la fois par du public et du privé. Alors vous vous demandez quel est le dessin qui est à droite, c'est un rappel de l'aventure de Caïn. Vous savez, Victor Hugo, l'œil dans la tombe, et regardez Caïn, parce qu'il avait tué son frère. Bon. La question de la responsabilité. Pour moi, la question qui est plus importante que la question vie publique, vie privée, c'est qu'aujourd'hui, alors, les satellites y contribuent, observation, télécommunication, géolocalisation. Nous, chacun d'entre nous peut savoir ce qui se passe partout sur cette terre, à chacun des humains. Nos responsabilités, celui qu'on abordait tout à l'heure, en termes de patrimoine commun, la responsabilité aujourd'hui est terrifiante. On y pense un tout petit peu. Et ça, c'est quand même nouveau. Nous sommes entrés dans un monde de globalisation, et pas seulement globalisation de l'information. L'information, le savoir, tout savoir entraîne un certain pouvoir. Et qui dit pouvoir dit aussi responsabilité. C'est pas seulement un pouvoir de j'ai le pouvoir de dominer, de conquérir. C'est aussi un pouvoir en termes de responsabilité. Et je trouve que là, c'est à travers la question spatiale, on peut avoir un peu de vertige. Et pour terminer, parce que je crois que je vais finir par vous lasser, l'autre pour horizon, l'alien, on est toute la question de la vie extraterrestre, la vie sur Terre, vieille question, donc dans l'histoire des idées, il y a eu, enfin on en discutait avec certains d'entre vous. Ça fait plus de 2500 ans qu'on se pose la question. Il ne faut pas croire qu'on a entendu les canons de Mars à la fin du 19e, savoir si c'était les Martiens. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Monsieur Lowell, Percival Lowell, riche américain, après certains travaux de Schiaparelli, observe Mars. Voilà la planète Mars. Il s'est construit un observatoire absolument superbe. Et il voit ça. Il voit des canons. Et il dit, mais, vous voyez, il y a les pôles martiens, ici, là, au nord, entre guillemets, au sud. Et en fait, Mars, on voit bien, ça ressemble à un désert. Et donc, les pauvres martiens, pour pouvoir survivre, ils vont chercher l'eau des pôles et ils les font transiter par des canaux pour pouvoir irriguer Mars. Et il y a toute une polémique à la fin du 19e sur les canaux de Mars. Jusqu'au moment où on se rend compte que prenait un peu ses désirs pour des réalités. Derrière, une grande réflexion, mais intéressante, sur voilà, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on veut voir, enfin, le problème de la réalité de ce que nos instruments scientifiques nous montrent. Mais donc, on n'a pas attendu les ovnis et tous ces trucs-là pour réfléchir aux martiens. Ça, c'est encore en fin du 19e, mais c'est une vieille histoire. Et dans le cas du spatial, c'est sûr que avec toute la science-fiction qu'on connaît derrière, avec souvent un peu de trucs horribles, la question de la vie extraterrestre, ça marche à tous les coups. Quand il y a effectivement le 22 ou 23 février, la NASA dit « j'ai une super annonce à vous faire », il se trouvait que moi, je faisais une conférence en Belgique ce soir-là. Et quand je rentre pendant la conférence, tout se passe bien, et quand je rentre à mon hôtel et que je joue la télé, j'apprends que c'est une équipe belge qui avait fait la découverte. Alors le lendemain où je devais rencontrer les journalistes, ils n'avaient que ça. C'est fantastique, la vie extraterrestre et tout. Alors, il y a un certain engouement pour ça. Alors bon, j'aime bien les scientifiques vont avec pas mal de précautions, donc ce qui est expliqué là. Et le fait, les médias, eux, voilà, pour beaucoup, ce serait la découverte majeure.
Donc, cela dit, si on le disait ce soir, je pense que 2 jours après, on serait de nouveau dans le problème de débat politique. C'est une question, enfin, un truc dont on parle beaucoup entre nous, à savoir quel serait vraiment l'impact de la découverte d'une vie extraterrestre. Alors on dit évidemment, s'il y avait un vaisseau spatial qui se posait place de la Concorde, ou, je sais pas, ou dans votre école, bon, ça ce serait un truc un peu majeur quand même. Mais une vie microbienne sur une planète à 40 années-lumière, ça changerait quoi alors? Pour les scientifiques, ça changerait beaucoup. En tout cas, c'est une question actuelle. Il y a tous les travaux donc dans le monde de l'exobiologie, de l'astrobiologie, les travaux sur les extremophiles, les découvertes d'exoplanètes, confrère Trappist-One. Donc c'est vraiment une question qui bouge beaucoup dans la communauté spatiale et aussi humaine, qui pour moi je trouve assez passionnante parce que c'est, voilà, sommes-nous seuls, nous ne sommes pas seuls, qui sommes-nous, comment est-ce qu'il faut rentrer en contact avec eux, est-ce qu'il faut au contraire, parce que vous savez que Stephen Hawking a vraiment peur de ça, quoi. Il ne faut absolument pas les contacter, il faut rester discret parce que si jamais ils sont plus forts, plus méchants, etc., on va tous y passer. Enfin, bon, tout ça se discute évidemment beaucoup, mais la discussion vaut la peine parce que nous sommes en train de parler de nous-mêmes, de nos peurs, de nos attentes, de nos représentations. Il y a eu plein de discussions sur cette plaque de pionnier en 72. Est-ce que c'était la bonne manière de nous représenter? Et puis je terminerai par un petit service du CNES qui est celui des ovnis. Alors c'est un peu annexe peut-être à ce que je vous ai dit là, mais relève aussi de ma tâche en tout cas de suivre les travaux de ce service, puisque depuis 40 ans bientôt, nous essayons de répondre à tous ces gens qui nous envoient des témoignages. Il y en a à peu près 500, 600 par an, témoignages pour 250 cas. Vous voyez, bon, une observation peut avoir plusieurs témoins. En moyenne, c'est 2 témoins par phénomène. Et nous essayons d'y répondre. Alors, il y a des choses qui sont faciles. Donc, les choses faciles, c'est celles pour le moment des photos. Voilà, ce n'est pas une soucoupe volante. C'est simplement quelque chose qui est passé dans l'objectif de l'appareil photo de la personne, mais c'était tout près de l'objectif, on ne l'a pas vu, c'est un insecte, une bestiole quelconque. Il y a des choses comme ça qui se baladent dans le ciel, pour aller regarder, c'est peut-être un cerf-volant, ça marche très bien. Ou des phénomènes optiques, quand on est en avion, on peut avoir ce genre de choses. On est suivi par un objet volant qui laisse même des traînées. Bon, c'est des effets de soleil qui sont assez connus des spécialistes, mais c'est assez impressionnant. Beaucoup de confusion avec les astres, d'où l'importance de tout ce que fait en astronomie, de susciter une culture astronomique. Là aussi, alors ça, il y a des escadrilles d'ovnis. Bon. On peut trouver que c'est pas que de France qui balade, en l'occurrence. PAN, c'est quoi? Parce que UFO, c'est... Ah oui, pardon. PAN, c'est un phénomène aérospatial non identifié. C'est l'usage français, parce que l'objet volant, c'est pas nécessairement un objet. Ça peut être un phénomène lumineux particulier. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'objet. Mais c'est un phénomène qui est assez impressionnant. Alors, là, on est vraiment dans l'humain. Comme dit quelqu'un, pas de témoin, pas d'ovni. Pas de pan. Alors, certains, ils n'aiment pas trop l'humain, quoi, parce que c'est... Bon. Mais on n'a que ça. Il faut faire très attention. Il n'y a pas beaucoup de canulars, mais tout ce qui est photographie, aujourd'hui, avec nos téléphones, on prend plein de photos. Il y a beaucoup d'effets d'optique qui sont... On a de superbes ovnis sur Paris. Les pigeons, ça fait des ovnis sur les photos extraordinaires. Ce truc un peu argenté, les bandes noires, je vous assure, ça fait des effets fantastiques. Bon, c'est un peu décevant. Vous dites ça aux gens, ils disent mais c'est pas vrai. Non, j'ai vraiment vu un ovni. Mais bon, il y a l'oiseau, mais derrière, il y avait un ovni. Alors, le chiffre qui est là est encore à revoir, d'ailleurs. Vous voyez, dans ce qui était encore sur le site du CNES, alors, on a des phénomènes parfaitement identifiés. Vous voyez, 20%, on a le témoignage, on peut donner exactement ce que la personne a fait. Un astre, un avion, une retombée d'un lanceur, etc. Il y a 40% de probablement identifiés, c'est-à-dire que on ne peut pas vous assurer à 100%, mais
vu la qualité, enfin, vu le témoignage, on peut vraiment penser que cette personne ou ces personnes ont vécu ceci. Il y a 35% non identifiables par manque de données. Des témoins qui viennent 3 mois après, ou qui ne se souviennent plus du jour, ou qui donnent un jour mais un horaire vraiment trop vague. Enfin voilà, ou un seul témoin qui... Une fois encore, il y a peu de canulars, très peu, voire quasiment pas. Et puis, vous voyez, ce qui fait que sur l'ensemble de tous les témoignages qu'on a reçus depuis 40 ans, avec nos méthodes s'affinent, aujourd'hui, nous avons moins de 10% qui sont vraiment non identifiés. C'est-à-dire qu'on a un témoignage qui est consistant, qui est sérieux, mais dans lequel le caractère étrange est tel qu'on ne donne pas l'explication. Ce chiffre-là, donc moins de 10% sur l'ensemble des 40 ans, aux dernières nouvelles, tombe à 2,5-3% sur les 10 années passées. C'est-à-dire qu'on a affiné nos méthodes, enfin, c'est pas moi, hein, mais mes collègues l'ont affiné, nous avons appris des choses, parce que c'est justement en cherchant bien. Et alors, vous voyez, donc, ne me demandez pas si je crois aux ovnis, je sais qu'il y a des pans. Il y a, alors pas nécessairement des objets, mais il y a des pans. Il y a des phénomènes aujourd'hui aériens non identifiés. C'est essentiellement de l'aérien, au sens des 100 km. Hein. Si au-dessus de 100 km, on n'a aucun témoignage, parce que d'abord, il faut le voir. Pour les témoins, ils ne voient pas. Il n'y a aucun phénomène spatial non identifié, mais les phénomènes aériens non identifiés, il y en a. Bon, pour les 10 dernières années, c'est 3% de tous les témoignages qui viennent. Nous n'avons aucune explication. Ce n'est pas, nous ne disons pas que ce sont des extraterrestres. Non, parce que justement, si je vous dis que c'est des extraterrestres, j'avais une solution. Je n'ai pas de solution. Donc après, aux chercheurs à travailler sur ceux qui acceptent sur les aspects physiques, quand on a des témoignages un peu concrets. Ça ne se bouscule pas, les chercheurs ont peur de travailler sur ces questions-là. Il y a un travail sur l'humain, sur le cognitif. Alors là, le cognitif, ça passionne qui? Les policiers, par exemple. Le témoignage, c'est un travail sur lequel ils travaillent beaucoup, enfin un sujet sur lequel ils travaillent beaucoup. Et nous avons beaucoup de témoignages sur des choses qui sont relativement homogènes, c'est toujours un peu les mêmes genres de témoignages. Donc on peut travailler avec beaucoup de cas, parlant de la même chose. Est-ce que du coup, dans les phénomènes, où est-ce qu'on classe du coup les choses qui sont des phénomènes? C'est pas qu'ils sont non identifiés, c'est plutôt que on ne peut pas communiquer le résultat pour des raisons politiques en réalité, dans ce cas. Ils sont en dehors de ça. Ils sont en dehors. Il y en a quelques-uns sur lesquels c'est difficile de le dire aux gens, mais nous savons que c'est un exercice des forces spéciales françaises. Oui, voilà, et ça, bon. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de le faire comprendre aux gens que pour assurer la sécurité d'un pays, il y a des gens qui s'entraînent et que la règle c'est qu'il y a des informations militaires qui ne se divulguent pas. Et dans ces cas-là, même nous, on peut avoir une suspicion, donc on s'adresse à l'armée, et quand ils ne répondent pas, c'est que bon. Alors, quelquefois, ils ne veulent même pas dire que c'est la patrouille de France. Alors, ça, tout témoin, c'est un peu exagéré, mais quand c'est pas très loin d'un camp d'entraînement, des choses comme ça qui sont. Mais c'est pas quand même tous les cas. Oui, non, je pensais plutôt. Mais alors, ça, à la limite, c'est encore relativement facile à expliquer. Mais où, quelquefois, alors moi, je suis même un peu bien comment on va faire, c'est quand les témoignages concernent des personnes où là, il y a des questions d'état de santé, de psychologie, où là, il faut réussir à dire, non, je ne peux pas donner l'info parce qu'en fait, je pense à un cas particulier où un témoin expliquait qu'il avait vu une soucoupe volante et tout, et l'autre témoin qui était à côté disait, mon collègue, il était... bon. Voilà, donc, oui, toujours de l'humour. On me fait signe d'arrêter parce que là, on a quand même exagéré, je vous ai pris beaucoup de temps. Très bien. Mais bon, si vous n'êtes pas convaincu que c'est un sujet intéressant et passionnant, je peux recommencer. Très bien, merci en tout cas.